De partout où vous nous suivez, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. À la une d'actualité, la Cour de cassation a entamé le mercredi 23 juillet 2021 l'instruction sur les fonds dans l'affaire opposant l'État congolais à Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice. Accusé des détournements de présumés de 19 millions de dollars, l'ex-ministre a été confronté par la Cour au libellé de l'acte d'accusation du ministère public. Au cœur de l'audience, plusieurs interrogations ont été soulevées. Suivez. Au cœur de l'audience, plusieurs interrogations ont été soulevées. L'existence ou non d'un détournement des fonds publics versés au compte des IO Construction à la Rabobank, la localisation physique de la société contractante, sa capacité financière et son expérience dans les domaines architecturaux, la procédure de passation du marché des gré en gré, son approbation officielle et l'opportunité du projet de construction d'une prison à Kisangani. Toutes ces questions, Constant Mutamba a répondu que les fonds restent logés dans un compte séquestre inaccessible. L'approbation du marché découle d'une autorisation du Conseil des ministres et du silence de la Première ministre au-delà du 10e jour, considéré comme une validation tacite, a expliqué l'ancien ministre, ajoutant qu'il n'a exercé aucune menace sur la Direction générale de contrôle de marché public, qui aurait validé les contrats en toute indépendance. Mutamba affirme avoir sollicité un contrôle auprès de l'UGF et de la CNREV qui aurait confirmé la crédibilité de l'entreprise à travers des documents techniques et la liste des experts. Il rejette donc l'allégation de la société fictive. Cependant, la Cour insiste. Autre point de tension, les garanties financières exigées par la loi. Le prévenu recteur par une question rhétorique. L'organe de la loi note aussi que la construction des prisons relève du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, non du ministère de la Justice, qui n'a compétence que sur les gestions administratives des pénitenciers. La prochaine audience est fixée au 30 juillet avec un focus sur la gestion du fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Frivao, et potentiellement la plaidoirie finale. Toujours dans le même volet de poursuites judiciaires, la Haute Cour militaire ouvre ce vendredi 25 juillet 2025 à Kinshasa les procès de l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Selon l'extrait des rôles de la Cour, l'auditeur général de FRDC retient contre lui une série de charges graves. Trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel, viol, torture, déportation et apologie des crimes. Suivez. Ces procès interviennent près de 2 mois après la levée de ses immunités parlementaires dans un climat de tension politique marqué par des controverses sur la régularité de la procédure. Les camps Kabila estiment que les poursuites sont politiquement motivées et juridiquement contestables. L'auditeur général de FRDC, soutenu par l'ancien ministre de la Justice, lui-même poursuivi devant la Cour de cassation, précise que les accusations portent sur les statuts actuels des sénateurs à vie de Joseph Kabila et non sur sa période en tant que chef d'État. Les poursuites ont été lancées après des déclarations médiatiques du président Félix Tshisekedi accusant son prédécesseur de complicité avec les groupes rebelles M23 soutenus par le Rwanda. L'auditorat militaire a transmis un réquisitoire au Sénat pour solliciter la levée de l'immunité visant des crimes présumés commis dans le Nord et le Sud Kivu en lien avec l'AFC M23. Une commission spéciale du Sénat a été mise en place pour examiner les éléments dans un délai de 3 jours. L'auditeur militaire auditionné à huis clos le 20 mai a accepté de présenter ses preuves tandis que Joseph Kabila, en séjour prolongé à l'étranger, n'a pas répondu aux convocations. Le 23 mai, le Sénat vote à la majorité la levée de son immunité, autorisant ainsi la poursuite judiciaire. Depuis l'extérieur du pays, Joseph Kabila a accusé les pouvoirs en place des dérives autoritaires et a annoncé son retour, amorçant des consultations dans l'est du pays. Ouverture du procès Joseph Kabila suivant la réaction du ministre d'État intérimaire de la Justice suite à l'absence de Kabila pour son procès ouvert ce vendredi devant la Haute Cour militaire. Il déclare que le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Suivant son interview. Vous le savez, la justice
ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir en tant que ministère de la Justice de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. Merci. Changeons de chapitre. La ville de Kenge a servi de cadre ce mercredi 23 juillet 2025 au lancement des activités du Fonds national de réparation aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans l'espace au Grand Bandundu. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, prend part actif au lancement officiel des identifications des victimes des graves exactions commises en mai 1997 lors de l'entrée de la FDLR à Kenge et ses environs. Les détails dans cet élément. Nous, les filles et les fils des Grands Bandundu, nous avons intérêt à défendre le Congo. Dans la défense du Congo, qui est notre patrimoine commun, les premières conditions de paix, tout le monde sait moi, on a Grand Bandundu. Aucun Angola, aucun Kosovo, aucun na Congo, aucun na Rwanda, yo mwana Bandundu. Ne vendez pas les Bandundu, ne vendez pas le Congo. Nous sommes des patriotes. Aimons notre Congo. C'est notre patrimoine commun, notre pays. Je suis à Kwamouth, je vais aimer Kwamouth parce que j'habite Kwamouth, parce que je vis à Kwamouth. Mugena Diofa, na Bulungu, n'importe où je suis. À Féchi, Kaemba, Kasongolo, n'importe où je suis. Je me considère comme Congolais, je m'intègre, je défends la nation. Je n'entre pas dans des coups montés, manqués. Aucune réunion qu'on a eu, qu'on a nakata. Ok, ko samu sakumbu ya Bandundu, tozole kabota tala ba Bandundu. Bango balingi basara bisuma kamabe. Ça suffit, on arrête. Ni rébellion, ni entrer dans des histoires de coups d'État. Bet ban ya Bandundu diaka. Ce jeudi 24 juillet 2025, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, a fait une apparition publique inattendue devant sa résidence située dans les quartiers Golf à Lubumbashi, devant une foule nombreuse. L'autorité provinciale a salué sombrement les citoyens d'un geste de la main sans prononcer des discours avant de regagner son domicile. C'est dans la soirée du mercredi que la rumeur de sa présence s'est répandue sur les réseaux sociaux, provoquant une vague d'interrogations. En effet, le gouverneur était resté invisible pendant plus de 2 semaines sans que l'opinion publique ne soit informée de son emplacement ou des raisons de son absence. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur avait désigné le vice-gouverneur pour assumer l'intérim, une décision saluée par certains acteurs politiques locaux comme une mesure de continuité institutionnelle nécessaire. Selon les sources proches du gouverneur, Jacques Kabula pourrait se rendre très prochainement à Kinshasa, où il aurait été invité par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Toutefois, aucune déclaration officielle n'a été faite pour éclairer la population sur les motifs de son silence ou les contours de cette éventuelle rencontre. Dans l'opinion publique, cette réapparition suscite plus des questions que des réponses. Beaucoup attendent désormais que des éclaircissements soient fournis pour la circonstance de son absence, alors que la province du Haut-Katanga fait face à plusieurs enjeux socio-économiques qui nécessitent un leadership présent et engagé. Après signature de la déclaration des principes entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Nchabani, a indiqué dans le cadre de mesures de confiance entre les partis compte tenu de la dite déclaration, les personnes détenues seront libérées de part et d'autre. Retour en image.
Les mesures de confiance vont concerner, et il était dans un premier temps prévu que des mesures de confiance soient prises immédiatement après la signature de la déclaration de principe. Mais dans la faisabilité, ça s'est avéré être un exercice assez complexe à réaliser. C'est comme ça que la médiation a préféré que nous puissions l'identifier comme un principe général qui va encadrer l'accord de paix qui sera très prochainement signé. Et cela va consister à ce que, de part et d'autre, nous puissions poser des actes qui vont renforcer la confiance de la volonté des parties à mettre en application l'accord de paix. Il pourra s'agir par exemple de la libération de prisonniers de part et d'autre. Nous savons par exemple que nous avons des vaillants FARDC et même certains de nos concitoyens civils, acteurs responsables de l'administration publique, acteurs politiques et même défenseurs des droits de l'homme qui se trouvent dans des conditions de détention. Certains sur le territoire national congolais, d'autres à l'étranger, pour ne pas dire au Rwanda. Ça pourra faire l'objet de cela, c'est-à-dire leur relaxation de part et d'autre. D'autres qui se trouvent ici entre les mains de la justice de la République démocratique du Congo. Il s'agira aussi de toutes ces questions de nos territoires occupés et du retrait des forces belligérantes qui contrôlent ces territoires. Chutant en éducation à Goma, au Nord Kivu, les M23 ont émis des nouveaux bulletins scolaires pour l'année 2024-2025 auxquels imposent à toutes les écoles, publiques comme privées. Ces documents doivent être achetés au prix de 1000 francs congolais l'unité, avec un paiement obligatoire à la CADECO en fonction du nombre d'élèves inscrits dans chaque établissement. Cette mesure suscite de vives interrogations au sein de la communauté éducative locale, notamment quant à la validité administrative de ces bulletins scolaires et leur reconnaissance dans les autres provinces du pays. Suivez. Selon plusieurs témoignages recueillis à Goma, les responsables éducationnels du M23 ont organisé une réunion la semaine dernière avec les regroupements d'acteurs du secteur éducatif confirmant l'obligation d'achat du bulletin M23 aucune dérogation n'a été accordée même aux établissements et a déjà proclamé le résultat de cette année scolaire avec le bulletin officiel du gouvernement. Ces bulletins seront-ils reconnus par les autorités centrales? Quelle est leur valeur juridique? Comment justifier ces coûts supplémentaires auprès des parents? Que faire des élèves déjà munis d'un bulletin officiel? Face à ces préoccupations, des acteurs locaux appellent l'UNICEF qui avait facilité l'acheminement des questionnaires des examens nationaux à Goma à ouvrir un dialogue avec les autorités du M23. Certains sollicitent également l'intervention de l'UNESCO pour rappeler que la gouvernance du système éducatif relève exclusivement de l'État congolais. Toujours en éducation, à Nitori, plus de 4500 élèves de 8e année n'ont pas pu participer au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle au TENASOFT. Organisé les 17 et les 18 juillet 2025 à travers le pays, l'information a été rendue publique ce lundi 21 juillet par le directeur provincial de la province éducationnelle Ituri 1 lors de la présentation du rapport d'évaluation des épreuves. Cette situation est principalement liée à la dégradation sécuritaire dans plusieurs zones au nord de la ville de Bunia. Suivez. Cette situation est principalement liée à la dégradation sécuritaire dans plusieurs zones au nord de Bunia, notamment Nizi, Iga Barrière, Lopa et Selomania, théâtre de violences affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle de la Convention pour la Révolution populaire dirigée par Thomas Lubanga. Ces violences ont provoqué des déplacements massifs de populations, empêchant des milliers d'élèves d'accéder à leurs centres d'examen. Un constat similaire est fait dans les territoires de Massamba,
où des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF contre les rebelles ADF se poursuivent notamment dans la région des Lolois. Sur les 27 398 candidats inscrits, dont 1430 filles, dans les 608 écoles de la province d'Ilituri 1, seuls 99 centres ont pu accueillir les épreuves. En revanche, 4 580 élèves, dont 215 filles, sont restés absents. Selon les règlements en vigueur, ces élèves devront malheureusement reprendre l'année scolaire, une conséquence directe à l'instabilité persistante dans leur localité. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, c'était tout pour ces rétrospectives. Merci de nous avoir suivis. Votre confiance à Aigle Magazine, votre chaîne de proximité. Merci. Votre